Un peu plus tard. Oui, très bien. Donc si on entend, on va y aller. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, Laurent Ourquet, je suis présent. Marielle Coronci, absente. Procuration à un vote. François Lucena, un vote. Présent. Michel Ferré, Pascal Condumas, Jérôme Garcia, Martine Maréchal, Alain-Emmanuel Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, Valérie Mogard, présente. Patricia Ducenti est au fond de la classe. Gilou, elle est là. Très bien. Brigitte Borson-Brière aussi. Christelle Fèvre aussi, présente. Jean-Louis Clausel, j'ai pas vu. Jean-Louis, pardon, excusez-moi Jean-Louis, je t'avais pas vu. Alain Sartori, je l'ai vu arriver. Catherine Février, procuration à Martine Maréchal. Olivier Picard, présent. Thierry Clavel aussi, pardon. Frédéric Galigné, comme il nous bouge les places chaque fois. Uvaldo Polvoreda, présent aussi. Charlotte Toussaint, procuration à Jérôme Garcia. Marie Argence, présente. Caroline Combe m'a donné procuration. Rémi Deron, absent. Robert Clairon, présent. Et Martine Frémont, absent. Mais merci, et merci de votre présence nombreuse. Alors, premier point qui est désormais traditionnel, c'est l'élection de notre secrétaire de séance. Donc, est-ce que, comme d'habitude, vous êtes tous d'accord pour que François tienne... il le fait très bien, hein, on est tous d'accord. Il adore ça en plus. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que François soit notre secrétaire de cette séance? Donc, qui est pour? Merci de la belle unanimité. Une abstention. Une abstention, on la note. Dans la partie suivante, approbation du procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des demandes de modification? Pas de correction. Donc là aussi, je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver ce compte rendu. Donc qui est pour? Merci beaucoup. On va passer à l'ordre du jour, qui est le premier point par Martine, qui est l'autorisation d'ouverture de crédit d'investissement sur l'exercice 2023. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, avant le vote du budget qui aura lieu au prochain conseil municipal fin mars, il y a lieu d'autoriser l'engagement, ou du moins le paiement de dépenses d'investissement qui restent à payer, notamment sur les reports de 2022. Comme nous le faisons habituellement. Et nous vous proposons d'autoriser donc l'ouverture de crédit pour 2023 avant le vote du budget à hauteur d'un quart des crédits qui avaient été ouverts en 2022 sur les lignes d'investissement. En 2022, il avait été ouvert 8 837 000 euros. Donc nous proposons d'ouvrir un quart pour ce premier trimestre 2023, donc pour 2 209 000 euros. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je ne vois pas. Je vous propose d'autoriser les dépenses d'investissement selon la répartition que vous avez sous les yeux, dans l'attente de l'adoption du budget primitif pour 2023. Ces dépenses seront retranscrites dans le budget primitif 2023 lors du vote. Qui est pour ? Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Merci beaucoup. Point suivant, Michel, sur le bilan des acquisitions et cessions foncières de l'exercice 2022. Merci. Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l'exercice 2022. Il est rappelé que l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune de plus de 2000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. En 2022, les opérations foncières suivantes ont été réalisées. Les parcelles cadastrales AE 477, 683, 715, 717 pour 925 m². Le propriétaire était M. René Daïdé et la société Maison François Daïdé, au 3 avenue de Roquefort. Le prix de vente était de 360 000 euros. Pour l'objet requalification d'une friche artisanale. Et l'acte a été signé le 24 décembre 2022 à 9h. On voit qui c'est qui est allé signer. Ça a dû être dur de se lever.
Ensuite, la cession de l'établissement public foncier d'Occitanie, dans le cadre d'une convention d'anticipation foncière passée avec la commune le 6 novembre 2018, pour la parcelle AB 409, 410 et 953, pour la société des Trois Grâces, le bâtiment se situe à l'angle du boulevard Gambetta et 2830 rue Victor Hugo, pour un montant de 288 912,37. L'objet, c'était la requalification d'un îlot, et l'acte s'est signé le 27 décembre 2022. Je ne connais pas l'heure. Hein. Voilà. Le bilan de ces opérations foncières sera annexé au compte administratif de la commune. Vous avez des questions particulières à poser sur ces deux ventes? Non. Donc je vous propose pas de voter, mais de prendre acte de ce bilan. Voilà. Merci. Merci à toi. Donc, on va passer au point de plat de résistance de ce conseil, qui est le débat d'orientation budgétaire, et la parole est à Martine. Et vous avez les projections qui seront derrière nous pour vous permettre de suivre. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaiterez poser à l'issue, au cours du débat, si vous avez besoin de précision. Voilà, comme chaque année, nous allons vous proposer les orientations budgétaires pour l'année 2023, avant le vote, comme je l'ai dit. Et également, lors du conseil municipal de fin mars, il y aura le vote du compte administratif 2022. Mais nous allons déjà présenter des chiffres qui sont quasiment définitifs pour 2022 dans ce rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Tout d'abord, situons l'environnement économique de 2023. Après une inflation de 5,4% en 2022, elle est prévue à hauteur de 4,3% pour 2023, donc encore élevée. Un point important, l'État a décidé la revalorisation des bases qui viendra impacter les impôts des ménages au niveau des fonciers notamment, qui viendra impacter les contribuables, malgré, nous le rappelons, le maintien des taux d'imposition à l'identique depuis 2011 sur notre commune. Concernant les dotations de l'État, nous rappelons qu'elles ont baissé d'environ 300 000 € entre 2018 et 2022 par année, et elles devraient être stables en 2023 par rapport à 2022. Les enjeux que nous nous fixons pour 2023 ou que nous avons: en recettes de fonctionnement, nous aurons la reprise de la voirie, donc compétence transférée de la communauté de communes à la commune, enfin à toutes les communes en 2022. Cette reprise donc sera en année pleine. Elle viendra augmenter nos recettes par l'attribution de compensation pour 770 000 € en 2023. Nos dépenses de fonctionnement, on en verra le détail après, devraient progresser de 10 316 000 € en 2022 à un peu plus de 11 300 000 € en 2023, ce qui fait une hausse de 9,7%. Nous subirons les effets de l'inflation, les hausses importantes des coûts de l'énergie et du carburant. Et nous prévoyons aussi le déploiement du centre municipal de santé avec le recrutement de médecins. Sur ce point, nous précisons que cette gestion du centre municipal de santé fera l'objet dans le futur d'un budget annexe dont on va parler dans un point suivant. Mais l'ensemble des charges et des recettes à l'heure actuelle sont inclus dans le budget qu'on vous présente pour 2023. En 2023, nous poursuivrons les programmes PHRU et en général les programmes de rénovation de façades et vitrines. Et nous renforcerons aussi le personnel dans plusieurs services. C'est important de le rappeler, la commune de Revel a dégagé une épargne annuelle brute de 3 millions d'euros par année donc sur la période 2019 à 2022. Celle-ci s'établirait à 2 600 000 € en 2023, sous l'effet de la hausse des dépenses dont on vient de parler. L'épargne annuelle nette après remboursement du capital de la dette était de l'ordre de 2 100 000 sur la même période 2019-2022. Elle serait plutôt de 1 700 000 € en 2023. Rappelons aussi que l'encours de la dette ancienne va fortement diminuer à partir de 2024, ce qui nous autorise de nouvelles capacités d'emprunt. Au niveau des investissements, on a fait un premier focus sur 2023 et sur le budget qu'on va vous présenter, qui arrive à un montant de plus de 10 millions d'euros TTC. C'est important et on vous en donne quelques grandes lignes. Tous les chiffres sont TTC sur ce slide. Le point important, ce sont l'ensemble des travaux de voirie, mais aussi de réseau et de rénovation des espaces publics, qui incluent de nouveaux développements comme l'extension du cimetière et la végétalisation des cours d'école. Ce poste-là, ce chiffre à peu près 4 200 000 € sur l'année.
Nous aurons l'aménagement de la voie verte qui démarrera en 2023, mais que nous prévoyons à hauteur de 1 600 000 € sur 2023 et 2024. Nous pensons donc, nous avons inscrit la réfection et l'agrandissement des vestiaires du stade, donc enfin pour 1 100 000 €. Nous aurons à nous positionner sur la rénovation du beffroi et des halles qui a besoin donc de travaux importants et nous prévoyons une première tranche de 1 100 000 €. Nous envisageons l'aménagement du terrain de sport Roger Sudre. Le budget serait de 900 000 €. L'aménagement du Soir Gabold dont nous avons parlé déjà, 800 000 €. Et se rajouteront des réserves foncières qui sont toujours un point important pour notre commune. La réalisation d'études, notamment sur voirie, réseau et sur le projet du meuble, le solde de la subvention à l'hôpital et le lancement donc, du projet de cantine, première phase en 2023. Voilà, donc ça c'était les principaux enjeux. N'hésitez pas à m'arrêter, mais on va redérouler l'ensemble. On va continuer par une analyse financière rétrospective pour voir où sont nos résultats, on va dire. Donc, on vous a préparé un slide qui présente les charges de fonctionnement avec leur évolution de 2019 à 2022. On va se concentrer sur 2022. Les charges se sont élevées à 10 316 000 €, en hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente, mais on en avait parlé. Il y a l'inflation et il y a des renforcements de services. Dans ces charges-là, principalement, les charges de personnel arrivent pour 60% en 2022 et elles sont en hausse de 5,8% par rapport à l'année précédente. Mais là aussi, il y a des renforcements de services et il y a eu l'augmentation du point d'indice au 1er juillet 2022 qui a coûté 99 000 € sur ce budget. Nous avons également des charges à caractère général, 3 087 000 €, 30% du total, qui ont monté de 7%. Et à l'intérieur, nous avons l'augmentation du coût des fluides et de carburant, déjà bien entendu en 2022. Dans les autres charges de gestion courante, c'est un petit trait, mais nous avons la reprise de la subvention au CCAS à hauteur de 200 000 €. Concernant les recettes, elles ont évolué de manière moins importante. En totalité, sur 2022, elles sont de 13 millions, ou elles devraient être de 13 380 000 €. Alors c'est vrai, c'est une hausse de 5,1% par rapport à 2021, mais cette hausse est en fait suscitée par la reprise de la voirie déjà en 2022. Sans la voirie, les recettes n'auraient augmenté que de 1,3%. Donc la résultante de ces analyses de 2019 à 2022 au niveau des épargnes brutes et nettes, je vous en ai parlé tout à l'heure sur les moyennes. Donc on va plutôt regarder en 2022 ce qui se passait en investissement. En dépenses d'investissement constatées 2022, nous avons eu un peu plus de 4 millions d'euros. Toutefois, comme on va le voir tout à l'heure, on a à peu près 1 800 000 € de dépenses reportées sur 2023. Donc le total, c'est 1 800 000 € par rapport au budget qu'on avait voté l'année dernière qui était de 7 100 000 €. Ce total arrive à 83% de réalisation avec les dépenses engagées. Pour 2022, donc les dépenses réellement constatées, 4 85 000 €, ont été financées par l'épargne nette à hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros, par des recettes propres, c'est-à-dire essentiellement le remboursement de la TVA à 638 000 €, par l'encaissement de subventions pour 800 000 €, et le solde a été pris sur notre excédent de clôture à hauteur de 592 000 €. Cet excédent de clôture qui est d'un peu plus de 4 millions d'euros à fin d'année 2022 et qui nous autorise une partie de financement sur les investissements futurs dont on va parler. Toujours pas de questions sur 2022. Alors on passe à 2023 maintenant, à ce qu'on propose en orientation. Nous allons regarder les charges. Les charges réelles de fonctionnement, en 2022, elles étaient de 10 316 000 €. 2023, elles devraient être de 11 312 000 €, ce qu'on disait tout à l'heure, une hausse de 9,7%. À l'intérieur, nous avons des charges à caractère général
qui devrait augmenter et passer de 3 087 000 euros à un peu plus de 3 400 000 euros. Et cette hausse de 400 000 euros, 12% environ, est liée à la hausse des fluides et du prix du carburant essentiellement. Les charges de personnel, donc postes importants, devraient passer de un peu plus de 6 100 000 euros en 2022 à 6 600 000 euros en 2023. Nous aurons une hausse de 8,1% dans ces chiffres. Nous aurons l'impact de l'augmentation du point d'indice, mais pour une année pleine, donc qui est chiffré à peu près 190 000 euros. Et le renforcement des services, on l'a dit, pour le centre municipal de santé, mais également pour la police municipale, pour les services sport, propreté, espace vert notamment. Une dizaine de postes est prévu d'être créés dans ce budget. Les autres charges de gestion courante sont à peu près stables et devraient être d'un peu plus d'1 million d'euros. Et là, nous constatons le maintien de notre soutien aux associations et aux CCAS. Concernant les recettes, nous avions 13 380 000 euros en 2022. Nous prévoyons 13 900 000 euros, un petit peu plus en 2023. Cette hausse vient de la voirie en année pleine, comme j'en ai parlé, et vient d'une hausse des impôts ménages dont on va reparler dans un slide suivant. Voilà, la dotation est instable, comme je le disais tout à l'heure, la dotation de l'État. Concernant le produit qu'on appelle les 3 taxes ménages, donc c'est le foncier, la taxe d'habitation pour celle qui reste à payer, appelée aux contribuables. Ce produit global que vous avez là sur 3 années augmentera de à peu près 300 000 euros en 2023 pour passer pour la commune à peu près 7 070 000 euros alors qu'il était de 6 600 000 euros en 2022, soit une augmentation de 6,9%, mais comme je l'ai dit, qui est due à la revalorisation des bases par l'État uniquement. Cette augmentation donc impactera les contribuables bien entendu, mais la commune, je le rappelle, n'a pas du tout augmenté ses taux. Voilà. En résultante, pour 2023, notre épargne brute, je le disais, devrait être à peu près à hauteur de 2 600 000 euros. Donc l'épargne brute, c'est la différence entre toutes les recettes réelles de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette. Cette épargne brute va servir à payer le capital de la dette. Pour 2023, nous aurons 913 000 euros à régler. Donc il nous restera 1 729 000 euros d'épargne nette pour 2 millions, un peu plus en 2022. Et c'est ce qui va nous permettre d'autofinancer une partie des investissements. Concernant les investissements, nous avons prévu de vous projeter d'abord les engagements pluriannuels qui ont été donc élaborés par le bureau municipal. Ces projets d'investissement sont importants. Ils vont s'étaler sur 4 années. Je vous ai indiqué déjà tout à l'heure les enjeux pour 2023, qui sont bien sûr inclus dans ces tableaux. Je vais compléter de quelques projets importants pour notre commune. Tout d'abord, on doit citer le plus gros budget en matière d'investissement. Ce sont des travaux récurrents de voirie, de réfection de réseau et de remplacement de matériel, mais qui sont importants et indispensables. Et ces travaux récurrents sont d'environ 4 millions d'euros par an TTC. On est là en TTC, donc il faut les citer. Nous rajouterons dans ce cadre-là que nous avons prévu la rénovation énergétique de bâtiments, là pour un budget pluriannuel de 1 800 000 euros, mais qui s'étalera à peu près sur 3 ans. Nous avons des projets importants dans ces 4 ans à venir, des projets d'urbanisation, notamment de l'avenue de Castelnaudary et du Tour de Ville. Ces projets, vous le savez, incluent un aménagement autour des mobilités douces notamment, et un aménagement assez global et assez conséquent. Ce budget-là, pour ces 4 années qui arrivent, ou du moins à partir de 2024, devrait s'élever à 7 millions d'euros. Donc là aussi, c'est un point important. Nous pouvons signaler la création de réserves foncières de 2 300 000 euros en pluriannuel, mais pour répondre à divers besoins. La création de la pépinière artisanale pour 1 200 000 euros. La création des cantines autonomes, donc budget complet de 1 200 000 euros. Je ne vais pas tous vous les lister, ils sont sur 2 pages, mais en tout, c'est une trentaine de projets
qui se rajoutent aux investissements récurrents dont on a parlé. Et quand on fait le total TTC, on est à 47 millions d'euros sur 4 ans. Voilà, c'est un budget global important, ambitieux, mais qui fait suite aux études et démarches qui ont été réalisées dans les années précédentes et qui sont importantes pour notre commune à plusieurs points de vue. Pas de questions? On reviendra. Alors, vous continuez. Pardon, c'est parce que... Oui, budget d'investissement, c'est ça. Je voulais voir l'écran. Alors, donc, où est-ce que je l'ai ici? Nous vous présentons la section d'investissement prévisionnel pour 2023, bon, qui reprend bien entendu les éléments qu'on a vus. Concernant 2022, je vous ai donné les chiffres. Concernant 2023, donc vous retrouvez en dépenses d'équipement les 10 millions d'euros. Si on rajoute les subventions d'équipement de 530 000 euros, on retrouve les 10 500 000 euros dont on parlait tout à l'heure. Et le remboursement du capital de la dette que j'avais cité. En tout, en investissement, 11 470 000 euros de charges prévues. En recettes d'investissement, nous aurons donc des dotations comme les années précédentes à hauteur de 3 800 000 euros parce que nous prévoyons un report de l'excédent de fonctionnement qui est en prévision puisque le temps du vote, mais nous prévoyons d'abonder cette section par, je vais dire, notre réserve de 3 131 000 euros. Nous prévoyons des subventions d'investissement pour 1 285 000 euros. Et pour boucler le budget de 2023, il est prévu un emprunt de 4 millions d'euros. Voilà, donc en résumé, pour 2023, les dépenses avec le report de l'année précédente, les dépenses nouvelles et la dette font un total de 13 259 000 euros à financer. Et je vous en ai donné les principaux éléments à l'instant, vous les avez sous les yeux. Les subventions à reporter, l'épargne brute, les recettes, les subventions d'investissement de l'année et l'emprunt de 4 millions d'euros. Et pour boucler le financement des dépenses, nous prendrions sur l'excédent de clôture 928 000 euros sur les 4 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure. Nous vous présentons la dette prévisionnelle avec l'encours par année, enfin avec l'annuité de la dette. Donc, comme on a repris la voirie, on a bien sûr les emprunts voirie qui se sont rajoutés, mais ce sont des montants relativement, enfin plus faibles en tout cas que la dette précédente. Donc, vous avez l'annuité de dette antérieure, comme je disais, qui baisse à partir de 2024 et progressivement chaque année. Et dans ce tableau, on a déjà anticipé l'emprunt de 4 millions d'euros. De manière à voir qu'également il y aurait une déclivité dans le futur. Pour être complet, on a aussi dans une dette prévisionnelle totale complété d'emprunts projetés puisqu'on a un projet important de pluriannuel d'investissement. Donc il est logique de prévoir que la dette va aussi, les emprunts vont être complétés dans les années 2024 à 2026. Et c'est ce qu'on a fait dans ce tableau. Mais on voit qu'il y a heureusement une déclivité qui arrive très vite à partir de 2028 ou 2029. Voilà, nous avons vu tous les éléments financiers du rapport d'orientation budgétaire, quelques éléments qui ont trait aux ressources humaines. On vous présente la structure des effectifs de la commune, en titulaire et en non titulaire. On voit donc que 2019, il y avait 167 postes au total, et 2020, 174, et depuis 2020, donc, on est à 175, donc très peu de postes en plus depuis 2020, 175. Et on rappelle, mais on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu donc l'augmentation du point d'indice sur l'année 2022, enfin milieu d'année 2022. Et en dernier, nous vous présentons le montant des indemnités de fonction versées aux élus. Voilà, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas les citer une à une. Et nous rappelons qu'il n'y a aucun remboursement de frais ni aux adjoints, ni à monsieur le maire, ni aux délégués. J'en ai terminé de la présentation du rapport, mais je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de cette synthèse, de cette là-dessus. J'en profite pour remercier Colline
qui nous a rejoint il y a tout début janvier et qui est rentré très très rapidement dans le vif du sujet en préparant tous ces éléments. Donc merci beaucoup Colline pour avoir permis cette présentation. Alors maintenant, si vous avez des questions, des remarques, la parole vous est donnée. Ça a été tellement clair pour tout le monde. Je l'espère. C'est très clair. Donc, ça vous avez bien suivi en tout cas. Voilà, donc beaucoup de projets. La balle est chez nous pour amener notre plan pluriannuel d'investissement qui est un montant élevé, mais il faut désormais sortir les projets et les sortir de façon rapide et importante avec des passages obligés comme la voirie et les matériels récurrents, mais avec des vrais projets structurants pour la ville sur les prochaines années. Donc on a les moyens financiers de le faire, à nous de le faire et à nous de pousser pour qu'on y arrive. Chacun dans nos délégations respectives. Pas de questions, pas de remarques? Non, c'est clair pour tout le monde, mais c'est parfait. Alors, il nous reste à le voter. Il nous reste à le voter, oui. Donc vas-y. Je vais vous demander donc d'approuver ce débat, ce rapport d'orientation budgétaire que je vous ai présenté. Qui est pour? Bon, je ne vois pas tout le monde. Merci, non, je pense que j'ai cru voir l'unanimité. Donc merci aussi à Robert d'avoir voté ça. Merci Colline de votre rapide implication dans nos dossiers. Merci beaucoup. Point suivant, qui est une des conséquences, puisqu'on a vu qu'on avait laissé dans le débat d'orientation et qu'une grande partie de la variation de la masse salariale viendra du fait qu'on salarie des médecins, puisqu'on va recruter, si tout va bien, 2 médecins plus une secrétaire médicale, et qui explique l'augmentation relativement importante de la masse salariale. Donc, tu as le point suivant, Martine, puisque c'est relié à ce projet. Voilà, donc, afin de faire face à la diminution de l'offre de soins sur la commune, le conseil municipal, le 17 février 2022, a approuvé la création d'un centre municipal de santé, par dérogation au principe d'unité budgétaire qui prévoit que l'ensemble des dépenses et recettes soient inscrits au sein du budget principal. Et pour établir une gestion individualisée de cet équipement, il convient de procéder à la création d'un budget annexe au budget principal de la commune. Ce budget sera principalement financé par les recettes liées aux consultations, le cas échéant par une participation communale, bien sûr, si nécessaire, et donc sera également financé par une aide financière du Fonds d'intervention régional de l'Agence régionale de santé qui sera sollicitée. Ce budget financera la rémunération des médecins salariés et les charges de gestion courante liées à cette activité. Est-ce que vous avez des questions sur cette création de budget annexe ? Le but, parce que on le sort du budget principal, et comme c'est un objet déterminé, on fait un budget annexe. C'est-à-dire qu'on va suivre les dépenses et les recettes spécifiques de ce thème-là, qui sera la santé au sens large, de façon à part sur un budget dit annexe. Donc ça ne nous rend pas plus riches, pas plus pauvres que ce qu'on a vu précédemment, mais ça nous permet de mieux quantifier, qualifier les dépenses et de les avoir en lecture directe quand on va voter nos budgets. Ça nous permettra de les suivre dans la durée. Pas d'autres questions ? Donc je vous propose d'approuver la création de ce budget annexe du centre municipal de santé. Qui est pour ? Tout le monde, je pense. Et merci. Merci. Et merci aussi aux agents qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à créer ces éléments administratifs nécessaires qui ne sont pas légers. Et bien évidemment, on le redit à Jérôme d'être notre catalyseur et notre impulseur sur ce dossier-là. Donc merci à toi, Jérôme. François n'étant pas que notre secrétaire, si tu peux prendre les 2 points suivants. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint administratif principal 2e classe, d'adjoint administratif principal 1re classe, de rédacteur principal 2e classe, de rédacteur principal 1re classe à temps complet 35 heures, en vue du recrutement d'un ou d'une secrétaire médicale pour le centre municipal de santé. 2 postes de médecins hors classe à temps complet, non complet, 20 heures et 30 heures, en vue du recrutement des médecins pour le centre municipal de santé. Un poste d'adjoint administratif principal 2e classe, d'adjoint administratif principal 1re classe à temps complet 35 heures,
en vue du recrutement d'un ou d'une agent accueil dans le cadre d'un départ à la retraite. Un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe, d'adjoint administratif principal première classe à temps complet en vue d'un ou d'une agent administratif polyvalent. Un poste d'assistant de conservation principal de deuxième classe, d'assistant de conservation principal de première classe, d'attaché de conservation principal à temps complet 35 heures, en vue du recrutement d'un ou d'une chef de projet culturel en médiathèque. Enfin, un poste de gardien brigadier de police municipale, de brigadier chef principal de police municipale à temps complet 35 heures, en vue d'un ou d'une recrutement de policier municipal. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à constater les besoins concernés, à signer les arrêtés à intervenir, d'approuver le tableau des effectifs titulaires à modifier et à annexer aux présentes. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Y a-t-il des questions? Alors, en synthèse, on remplace des gens qui partent à la retraite, médiathèque, accueil, on crée le service de médecine, entre guillemets, en espérant avec une remarque qu'on puisse recruter un des deux médecins prévus qui a une problématique d'âge. Donc je me tourne vers le sénateur pour dire je trouve dommage qu'on interdise pour des raisons d'âge à des médecins qui ont envie de continuer à exercer leur activité dans un niveau salarial, de ne pas pouvoir le faire au niveau des collectivités alors qu'ils sont en droit de le faire soit à titre libéral, soit à titre salarié de quelque chose qui ne serait pas une collectivité. Donc je me suis permis d'attirer l'attention de la ministre Faure sur ce sujet-là. J'attire votre attention, monsieur le sénateur, aussi sur ce point-là, parce que quelqu'un qui a envie de travailler, qui a encore toutes ses capacités, qui peut le faire dit le privé, ne peut pas le faire pour des raisons réglementaires dans les collectivités, alors qu'on sait qu'on est tous en tension sur ces éléments-là. Donc on espère qu'on va pouvoir faire bouger les lignes sur ce point-là, mais on n'a pas forcément les éléments en nos mains. On remplace donc quelqu'un à la médiathèque qui va partir à la retraite, à l'accueil à la retraite, et on renforce les effectifs avec un effectif supplémentaire en police municipale si on arrive à recruter, parce que là aussi on a des difficultés pour arriver à trouver des candidats. Et voilà à peu près la synthèse de ce que vous a présenté François. Des questions là-dessus avant de participer au vote? Non, c'est clair pour tout le monde? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Merci. Mais tant que tu as le micro, François. Oui, donc je continue. Application du régime indemnitaire de la commune au cadre d'emploi des médecins territoriaux. Le RIFSET a été mis en place pour les agents de la commune depuis le 1er janvier 2018 et la dernière délibération exécutoire a été approuvée en conseil municipal lors de la séance du 29 septembre 2022. Pour mémoire, le RIFSET est composé d'une part fixe versée mensuellement et d'une part variable versée annuellement qui permettent de compléter le traitement indiciaire des agents de la commune. La part fixe, intitulée IFSE, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, est attribuée selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Il s'agit ici d'assurer une rémunération sur la base de critères définis en collaboration avec les représentants du personnel et d'assurer une égalité de traitement entre les agents ayant des compétences identiques, quel que soit leur service d'affectation. La part variable, intitulée CIA, complément indemnitaire annuel, est attribuée en fonction de l'évaluation faite par le supérieur hiérarchique, N+1, au moment de l'entretien professionnel effectué chaque année. Dans ce cadre de la création du centre municipal de santé et du recrutement de médecins par la commune, il convient donc d'intégrer le cadre d'emploi des médecins territoriaux. Cette modification a fait l'objet d'un avis favorable du comité social territorial en date du 1er février 2023. Je vous propose donc d'approuver l'application du RIFSET au cadre d'emploi des médecins territoriaux. Y a-t-il des questions? Alors, en clair, on n'avait pas ce cadre d'emploi dans notre commune et dans notre collectivité. Donc pour pouvoir salarier les salariés, il faut bien créer ces cadres d'emploi. C'est ça l'objet de cette délibération. Des questions? Donc on passe au vote. Qui est pour?
Merci, Merci. à tous. Parfait. Point suivant, c'est toi Alain, sur Rénov. Oui, bonsoir tout le monde. Il s'agit de la prolongation du programme Rénov ta boutique en partenariat avec les chambres consulaires, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que la Chambre des métiers de l'artisanat, également l'association des commerçants Revel-Bastide Commercial. La ville avait bénéficié ou a bénéficié depuis 2019 du programme du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, plus souvent appelé FISAC. Ce programme était financé par l'État et il a pris fin en décembre 2022. Il a permis de redynamiser l'offre commerciale en centre-ville à travers une dizaine d'actions après les travaux importants de requalification réalisés par la ville. Une des actions principales du FISAC était relative au programme Rénov ta boutique, dont vous avez sous les yeux le bilan, à savoir 14 commerces aidés depuis 2019, 39 000 euros dépensés par l'État, 45 000 par la ville, pour un montant total réalisé de 231 000 euros. Il nous a paru important, compte tenu de l'effet finalement positif de ce dispositif, de continuer à contribuer à la rénovation du cœur de ville, et enfin des commerces du cœur de ville. C'est pour ça que nous vous proposons de proroger le programme avec évidemment un périmètre identique qui est celui, vous voyez en bleu ici, de la Bastide commerciale avec les entrées de ville, proches du cœur de ville. Les investissements de modernisation éligibles seraient, comme il était par le passé, l'enseigne, la vitrine, la devanture commerciale, les aménagements intérieurs, les travaux de rénovation, les éléments de sécurité, les investissements liés à l'accessibilité. Il y a deux sujets de modification, puisque la ville étant seule, il nous faut quand même bien cerner les dépenses. Nous ne prendrions plus dans ce nouveau dispositif le mobilier, partant du principe qu'il était intéressant pour la ville que le commerce soit requalifié, quel que soit l'occupant de ce commerce. Par contre, nous prendrions en plus les travaux d'économie d'énergie. Voilà. Donc, pour le commerçant, il y aurait à la fois l'obligation, la poursuite de l'obligation d'un diagnostic préalable qui est fait soit par la Chambre de commerce, soit par la Chambre des métiers, facturé aux commerçants 100 euros. C'est un diagnostic qui vaut à peu près 1 500 euros. Donc, les 2 tiers seraient pris en charge par les chambres et 1 tiers par la commune, ce qui nous fait 650 euros à la charge de la commune par commerce. Voilà, et s'il s'agissait des travaux d'économie d'énergie, on aurait le diagnostic Rénov Occitanie, qui est le diagnostic économie d'énergie de la région, qui lui est gratuit. Voilà. J'ai prévu aussi un petit slide, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Léa Giraud, la directrice du pôle Action Cœur de Ville, qui a été, je vous le rappelle, puisque vous le savez, vous l'avez voté, renforcé par l'arrivée de Colline Algance depuis quelques semaines. Donc vous voyez bien, par rapport à l'ancien dispositif, nous sommes quasiment dans les mêmes clous, sachant que nous aurions un maximum de subvention de 40% des dépenses avec un plafond de 5 000 euros, puisque la ville est seule, le plafond global est inférieur, mais le plafond financé par la ville est supérieur au dispositif précédent. Voilà pour le principal des dispositifs. Donc, pour 2023, l'enveloppe allouée à ce dispositif serait calquée sur ce que nous avons dépensé au préalable, c'est-à-dire 15 000 euros, ce qui nous donnerait 3 à 5 opérations sur l'année, et on pense reconduire sur les 3 prochaines années ce dispositif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, avant que le commerce au moment où le commerce dépose son dossier, on veut s'assurer que, le commerce est viable. Alors c'est assez simple si c'est un ancien commerçant qui a pignon sur rue, mais c'est moins évident quand il s'agit de la reprise d'un commerce vacant, par exemple, ou quand on se pose des questions sur la
fiabilité ou la stabilité financière du commerce. Donc, on demande aux chambres, que ce soit la Chambre des commerces ou la Chambre des métiers, de nous diagnostiquer le commerce pour globalement s'assurer que les financements que nous faisons soient pérennes. Voilà. Pour ne pas partir sur des projets qui capoteraient en cours de route. Et on a préféré continuer à s'appuyer sur les expertises Chambre de commerce, Chambre des métiers, qui savent faire ça, qui ont les éléments pour faire ça. Et ils ont accepté, ils n'en étaient pas obligés de porter Exactement. Une partie de ce diagnostic. Et 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour les chambres, 1 tiers pour nous. Ce qui montre que là aussi, ils continuent à soutenir nos projets et notre projet par rapport à ces événements-là. Et quand il s'agit de la rénovation énergétique, bien entendu, on a le Rénov' Occitanie de la région qui nous permet aussi de se dire que finalement ce qui nous est présenté est bien une rénovation énergétique, quoi. Hein, voilà. D'autres questions? Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver le règlement d'attribution du programme d'aide Rénov' ta boutique qui est en projet en annexe, dont vous avez le projet, d'approuver les conventions de partenariat entre la commune, la Chambre de commerce et d'industrie d'une part et la Chambre des métiers d'autre part. Donc vous avez les projets en annexe. D'autoriser Monsieur le maire à modifier le règlement d'attribution et les conventions avec les chambres consulaires qui ne bouleverseraient pas l'économie générale des documents, puisque en fait, comme ce sont des projets, on souhaite que vous nous donniez l'aval pour éventuellement modifier à la marge ces projets. L'idée étant que les dispositifs soient le plus opérationnels le plus vite possible. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document en rapport avec le programme Rénov' ta boutique. Voilà, et je vous précise, comme Martine l'a dit tout à l'heure, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Qui est pour? Donc pas d'abstention et pas de vote contre. Merci. Merci beaucoup. Donc le projet suivant et la délib suivant est une délibération de principe que je vous demande de vouloir prendre. Nous avons des projets importants, on vous les a présentés et financièrement et en termes de développement de la ville, en termes d'urbanisation et d'urbanisme qui font qu'on souhaite pouvoir agir rapidement au cas où, sur un domaine particulier de la ville, viendrait à la vente un bien qui pourrait nous permettre d'aller plus vite dans ce que nous voulons faire. Donc vous savez que pour faire ça et pour faire jouer notre droit de préemption, il faut qu'on ait un projet précis, enfin un projet et pour qu'on puisse acter, pour pouvoir, le cas échéant, faire valoir notre droit de préemption de la commune. Donc en partie sur la partie ouest qui correspond au triangle, non pas des Bermudes, mais entre l'avenue du Coude, le commerce et le square de la Poste, on sait qu'on a des problématiques de parking potentiel, des problématiques de bâtiments, donc on veut pouvoir se donner les moyens et les possibilités surtout, dépendant des prix, dépendant des conditions du moment, de faire jouer notre droit de préemption. Donc c'est ça l'objet que je vous demande et qu'on vous demande aujourd'hui, de prendre cette délibération de principe qui ne nous engage à rien bien évidemment, mais si un jour on avait la possibilité ou le désir de, on aurait la capacité de le faire. Vous savez que pour faire jouer le droit de préemption, on a 2 mois, donc rien que le temps de réunir un conseil municipal, etc. etc. C'est pour ça qu'on essaye d'anticiper un petit peu ce qui pourra arriver sur cette partie-là spécifiquement de la ville. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc si c'est clair pour vous et si vous voulez bien, on va participer au vote donc, qui est pour cette délibération de principe. Ben, je vous remercie beaucoup. Autre point, François, le retour. 2. Convention d'utilisation de la fourrière animale intercommunale de la communauté de communes Castelnaudary-Lauragais-Audoa. Par courrier reçu en mairie le 2 janvier 2023, la 3CLA a transmis à la commune un nouveau projet de convention relatif à la gestion des animaux errants. Pour mémoire, la commune utilise les services A3CLA dans ce domaine depuis plusieurs années. Les principales modifications concernent la modification des tarifs, la prise en charge par la commune des frais de garde, même si le propriétaire est identifié, la prise en charge par la commune des frais de soins des animaux. Pour 2023, les tarifs s'établissent à
un montant forfaitaire de 70 centimes d'euros par habitant, les frais d'entretien journaliers, 3 euros par animal et par jour. Je vous propose d'approuver la convention entre la commune et la 3CLA pour la gestion des animaux errants pour une durée de 1 an renouvelable tacitement. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir, ainsi que tout document en rapport avec cette convention. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc on va passer au vote. Qui est pour? Merci à vous. Merci. Tu continues, François, sur le rapport annuel de la fourrière automobile. Alors, depuis le 24 décembre 2021 et pour une durée de 3 ans, la commune a confié la gestion de la fourrière automobile à la société EURL Gilles Béton, 89 700 à Pulloin. Les dispositions de l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales stipulent que des communications à la commune par le délégataire du rapport retraçant les opérations afférentes à une délégation de service public, son examen est mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui en prend acte. Le rapport de l'exercice 2021 a été transmis en même temps que celui de l'exercice 2022. Ils ont été reçus en mairie le 27 décembre 2022. Les 2 rapports ont été transmis avec l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous propose de prendre acte des rapports d'activité 2021 et 2022 sur l'exécution de la concession du service public de la fourrière automobile. Donc il n'y a pas de vote. Tout le monde en a pris acte. Merci. Donc, parfait, merci beaucoup. Alors, dernier point à l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois en fonction des applications des articles L 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Je vous informe de la modification des tarifs de redevance d'occupation du domaine public applicables aux activités commerciales à compter du 1er janvier 2023. Installation des terrasses, des bars, restaurants et salons de thé à l'année 15,50 € par mètre carré. Vous voyez que c'est vraiment pas élevé. Et pour 6 mois, 10 € pour mètre carré. Donc c'est un peu plus cher, c'est court terme. Étalage des commerces sur l'année, là aussi 9 € au mètre carré. Une procédure de plainte pour tag, inscription sur les bâtiments publics, bâtiments abritant des vannes de la rigole et salles omnisport. On a reçu pour certains d'entre eux les auteurs des troubles, on va les appeler comme ça, qui vont passer un petit bout de leurs vacances de février à repeindre sous la haute supervision des services techniques. Je crois que beaucoup à la valeur de ces éléments-là par rapport à ça. Donc on doit dire que les parents de ces enfants ou de ces ados ont joué le jeu et ont bien compris la démarche pédagogique qu'on voulait instaurer par rapport à ça. Donc si le temps s'y prête, ça sera repeint du moins sur une partie. Et on a pu les identifier quand on parle de vidéoprotection. Grâce aux images de vidéoprotection, on a pu retracer qui était l'auteur de ces incivilités, appelons-les comme ça. On a fixé aussi les tarifs des séjours de ski organisés par l'espace jeune pendant les vacances d'hiver. Je vous fais grâce de vous, bien évidemment, c'est lié au coefficient familial, au quotient familial, pardon, et moins on a de revenus, moins le séjour coûte cher, bien évidemment. Idem pour les tarifs de stage de théâtre organisés par l'espace jeune pendant les mêmes périodes. Pour vous donner un ordre d'idée, un stage de 2 jours coûte 10 €. Voilà, pour dire qu'on reste sur des valeurs les plus modestes possibles. On a signé des avenants ou des marchés publics selon la procédure adaptée pour des fournitures et livraisons de barrières anti-intrusion. On était très inquiets sur protéger certains accès pendant des fêtes, pendant des manifestations. Bon, ça a été non sans mal et la livraison n'est pas conforme à celle qu'on avait décidée en commission. Donc on pense qu'on va arriver enfin à avoir ce qu'on souhaite. On a passé aussi des fournitures d'accessoires et d'entretien avec la société Sodiscol à Saint-Alban pour un montant minimum de 10 000 € et un montant maximum annuel de 35 000 €. Ce sont les fournitures d'entretien nécessaires à l'ensemble des services et en particulier pour les activités de nettoyage.
De la même façon, on a passé un marché public de location d'entretien des vêtements de travail avec Annette 5 à Grenade pour un montant maximum dans l'accord cadre de 70 000 € pour 4 ans. Voilà, avec là aussi des prix qui ont augmenté de façon importante, que ce soit pour les fournitures d'entretien ou pour les vêtements de travail. Je vous fais grâce des attributions de concessions funéraires à messieurs Bourguignon, madame Pavard, madame Sanan et madame Catherine Cross. Voilà pour les informations que je vous devais. Autre élément que je souhaitais porter à votre connaissance en cette fin de conseil, c'est, vous l'avez lu et on communique grandement, c'est l'ouverture de l'enquête publique pour le PLUI, donc qui va démarrer lundi, c'est-à-dire le 20 février jusqu'au 31 mars. On a publié largement pour que toutes les personnes éventuellement concernées puissent faire valoir leurs remarques aux commissaires enquêteurs qui tiennent permanence. Il y a des registres dématérialisés, donc, et on a publié ça le plus largement possible. On vous informe aussi que suite au rachat de la Scopelec par le groupe Foliatim, les marchés en cours qu'on avait en particulier sur la vidéoprotection, les infrastructures de fibre et de la boucle locale de Welcome sont passés sur le repreneur de Scopelec, donc qui est la société Foliatim qu'on a reçue récemment avec Benoît. Enfin, dernier élément, j'ai écrit cet après-midi à notre nouveau préfet, qui doit peut-être encore mal connaître la géographie haut-garonnaise, puisqu'il vient d'arriver, puisque j'ai découvert avec stupeur et tremblement que nous serions soumis à une augmentation de la taxe foncière de 0,40% pour financer la ligne LGV. Le critère de financement, ce sont toutes les communes qui sont à moins de 60 minutes d'une gare TGV. Donc nous, la gare la plus près de TGV, c'est soit Narbonne, donc il n'y a pas de débat, soit Matabio. Donc j'ai rappelé à notre nouveau préfet que si on tape Google, le temps minimum se situe entre 75 et 85 minutes pour aller de Revel à la gare de Matabio. Et encore, il faut pas se perdre sans pouvoir se garer, ceci est encore notre débat. Et que le précédent préfet, la dernière fois qu'il est venu nous voir, a mis 1h15. Donc je lui demande de bien vouloir reconsidérer le fait, l'enjeu n'est pas neutre, puisque on parle de 40 000 € pendant 40 ans. D'accord, annuel, là-dessus. Donc voilà, donc j'ai écrit dès qu'on a vu passer cet arrêté pour alerter notre nouveau préfet sur la distance et en lui demandant comment ces services avaient pu trouver qu'on était à moins de 60 minutes. Voilà. Affaire à suivre. Des questions, des infos que vous souhaiteriez passer. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.